Bonjour toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Pour ce topo lecture, je t'emmène dans du contemporain, dans du classique, dans du manga et dans de la science-fiction si je n'ai rien oublié. Et je commence tout de suite avec le contemporain que j'ai lu après Les hommes manquent de courage. J'ai donc lu L'impossible retour d'Amélie Nothomb. C'est aux éditions Albin Michel. Et ce roman fait également partie de la rentrée littéraire de 2024. Je l'ai présenté dans ma palle de la rentrée littéraire, comme le nom l'avait indiqué. Ici, l'autrice belge revient avec un roman autobiographique dans lequel elle nous raconte qu'elle doit accompagner une de ses amies qui a gagné un voyage pour 2 personnes au Japon. Elle a gagné 2 places. Et vu les connaissances d'Amélie sur le Japon, puisqu'il y a habité pendant quelques années, son amie veut qu'elle soit traductrice et en même temps guide. Quand je dis traductrice, c'est plutôt interprète et guide en même temps. Mais voilà, le problème c'est qu'Amélie non seulement n'aime pas l'avion, en tout cas prendre l'avion, mais en plus elle ne voulait pas retourner au Japon, même si c'est un pays qu'elle adore et malgré tout son amour pour ce pays. Et donc c'est cet avant et pendant voyage qui sont racontés. Et c'est évidemment Amélie qui parle en son nom dans ce livre. On retrouve au niveau de l'écriture tout le piquant, tout le sarcasme de l'autrice, mais c'est assez léger, c'est parsemé tout au long du roman. Et ce qui fait qu'un banal voyage devient presque une folle aventure grâce à ce qu'elle y met de sel. L'intérêt du récit, c'est vraiment pour moi, outre l'écriture, quand on apprécie l'écriture d'Amélie Nothomb, c'est le rapport et le regard qu'elle entretient sur ce pays qu'est le Japon. Et puis on a également un brin d'originalité avec la personnalité de son amie qui est photographe et leur relation à toutes les deux. Parce que là aussi, c'est assez piquant, c'est assez drôle de voir comment est-ce que son amie réagit à certaines choses. Donc c'est un récit et une lecture très agréable que j'ai beaucoup aimé et je la préfère pour l'instant, en tout cas sur ses derniers ouvrages, je la préfère sur un volet plutôt autobiographique et je trouve que c'est un bon moyen d'en apprendre plus, de la connaître et d'être touché par sa personnalité. Donc voilà pour ce roman de la rentrée littéraire que j'ai bien apprécié et que je t'invite à découvrir ou à me partager ton avis si tu l'as lu toi aussi. Quel est ton livre préféré d'Amélie Nothomb, si tu aimes bien l'autrice et si tu en as déjà lu, voilà, n'hésite pas à m'en faire part. J'enchaîne à présent avec le classique, puisque j'ai lu La chute d'Albert Camus, qu'il a écrit en 1956. Là, je l'ai aux éditions Folio. Je l'ai présenté dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, je suis assez contente parce que pour l'instant, je lis ce que j'ai prévu. Le récit ici se passe à Amsterdam et le narrateur se confie à un inconnu. Il lui raconte qui il est, sa vie et pourquoi la culpabilité le ronge. Alors tout cela, c'est sous la forme d'un très long monologue. Alors je n'ai pas accroché du tout au style de Camus dans ce roman. Je ne parvenais pas du tout à rentrer dans ce qui nous était raconté, ou plutôt, au début, j'étais prise par l'histoire, mais j'ai décroché au fur et à mesure parce que c'était de plus en plus poussif et je suis convaincue que c'était voulu. Un peu comme ce que j'ai ressenti pour le 2e tome de la trilogie du Rempart du Sud. Ici, la narration et le récit, et donc l'écriture, sont de plus en plus dissolus, de plus en plus éparpillés. Et ça se ressent très fort au niveau de la lecture. C'était donc de plus en plus poussif et j'avais juste envie d'accélérer ma lecture. Or, si j'accélérais, je me perdais et je passais à côté de certains éléments de l'histoire, ce qui n'était pas le but, parce que non seulement on apprend par petites touches ce qui lui est arrivé, mais il faut détricoter ça et arriver à extraire ce qu'il a vécu parmi toutes ces réflexions et digressions, parce qu'il passe vraiment du coq à l'âne, et donc on se perd facilement dans sa psyché et ses idées. Donc cette plume et ce personnage étaient pour moi trop digressifs, et c'est réellement voulu, mais moi j'ai pas adhéré, ce qui m'a rendu la lecture compliquée,
parce que peu agréable. Et donc moi, j'en suis ressortie en me disant que c'était comme une logorée, un peu inintéressante, sans pause, à part quelques petits moments qui nous faisaient avancer dans l'histoire. Et donc voilà, je préférais l'ancrage dans le réel du début que les divagations finalement de la fin de livre. Donc si toi tu arrives à accrocher à ce style-là, je pense que c'est pas pour rien que certains le considèrent comme un classique et que beaucoup le recommandent. Il peut se lire effectivement, et d'ailleurs il se lit assez rapidement, mais il faut y rentrer. Si tu rentres pas, et si tu n'accroches pas au style de Camus dans La Chute, c'est un peu compliqué d'apprécier sa lecture. Donc voilà, là je serais intéressée de voir si toi, tu as apprécié ou pas La Chute. Après cette lecture qui était, somme toute, pas super chouette, voilà, j'ai voulu aller vers une valeur sûre. Je me suis donc tournée vers le 6e tome de Darwin's Incident, qui a été écrit par Shun Umezawa. On est aux éditions Big Kana. Il a été publié en 2023 en version originale et en 2024 dans sa version française. Donc je suis ici déjà bien avancée dans la saga puisque je suis à jour et je suis au 6e tome. Je n'en ai pas encore parlé sur ma chaîne, mais c'est un manga que j'apprécie énormément et donc je suis contente de pouvoir te le présenter aujourd'hui. On nous parle de Charlie, qui est un humanzé. Et comme le nom l'indique, ou en tout cas peut te faire suggérer, son père est un homme et sa mère est un chimpanzé. Alors oui, c'est un peu bizarre, ça a l'air malsain comme ça, mais finalement la manière dont c'est amené, ça ne l'est pas. Alors c'est pas ça, hein. En tant que tel, ce fait reste bizarre, mais on ne se centre et on ne s'appesantit pas du tout là-dessus, c'est le prétexte. Comment est-ce que ça va être utilisé, qui est intéressant, évidemment. Il ne faut pas s'arrêter à ça, c'est un manga qui traite vraiment très intelligemment des droits civiques des hommes et des droits des animaux aussi. Donc ce sont des thèmes, je trouve, qu'on rencontre peu dans les mangas, et ici c'est vraiment bien mis en exergue. L'idée c'est que Charlie appartient à une double culture entre guillemets, puisque il est mi-homme, mi-animal. Donc comment est-ce qu'on doit le considérer? Est-ce qu'on doit lui donner des droits civiques comme n'importe quel humain, ou est-ce qu'on doit le considérer comme un animal? Et toute la question est là, toute l'éthique est là aussi. L'éthique, elle est là aussi parce que les conditions dans lesquelles il est venu au monde, eh bien, ça pose question aussi. La manière dont on combat les choses, dont on s'engage dans un combat, il est question aussi d'éthique. Et Charlie, qui représente et qui devient finalement un symbole pour une association qui lutte pour le droit des animaux, eh bien Charlie va devenir un peu un enjeu pour cette organisation, alors que il ne le voulait pas. Je dois dire aussi que pour que tu comprennes un petit peu plus l'histoire, parce que j'ai un petit peu dévié, Charlie, il faut savoir qu'il est aussi un peu spécial entre guillemets, parce qu'il a une intelligence très 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 vive, mais il a également une force physique très très développée et d'excellents réflexes. Donc il a le meilleur de l'homme et le meilleur de l'animal en l'occurrence. Il a été isolé des hommes et à 16 ans, il fait la demande à ses parents adoptifs de pouvoir intégrer une école parce qu'il a envie de vivre comme les autres jeunes hommes de son âge. Ses parents acceptent et donc il intègre un lycée et il est confronté aux autres. Voilà, c'était un peu le début, j'aurais dû commencer par là, mais bon, voilà, je l'ai pris par un autre bout. Donc c'est vraiment cette confrontation de Charlie aux autres, le fait qu'il devienne un symbole, et puis toutes les différentes questions de valeurs, d'éthique qui en découlent. C'est un manga sur la différence, sur l'acceptation de soi, la quête de soi. Encore une fois, tu retrouves des thèmes qui me sont chers. Il y a beaucoup de points, mais c'est jamais trop, et c'est assez, non pas subtil, mais assez juste. Le manga est truffé de réflexions pertinentes aussi, que je te laisserai découvrir si tu as l'occasion de le lire. Il y a de l'action, les personnages sont très très attachants. On a aussi les antagonistes qui sont très antipathiques et donc c'est gai de les détester. Et ils sont intéressants parce qu'ils ont un côté un peu effrayant également. Donc c'est un très très bon mélange, un très bon manga, c'est très riche et je t'invite à le découvrir si tu ne le connais pas encore. Ensuite, j'ai enchaîné avec des mangas parce que ça me faisait plaisir d'en lire. De toute façon, j'aime bien les mangas et là j'en avais plusieurs à disposition. J'ai donc lu les 4 premiers tomes de Bonne Nuit Poun Poun.
je vais garder le premier tome. Bonne Nuit Poun Poun a été écrit par Inyo Asano et là je suis également aux éditions Big Kana. Je suis restée dans cette maison d'édition. La version originale a été publiée en 2007 et nous avons eu la publication de la version française en 2012. Alors, deux ambiances entre Darwin's Incident, j'ai envie de dire, parce que ici on suit un autre animal, puisque Poun Poun est un canard, mais totalement intégré aux humains. Donc on a des graphismes, voilà, ça c'est très parlant par rapport à ce que tu vas retrouver dans l'ambiance de Bonne Nuit Poun Poun. Tu as un côté très réaliste, si on prend ce côté-ci, avec le professeur, le tableau, la salle de classe, les personnages, c'est quand même réaliste, avec une touche d'irréalisme, puisque ce personnage, c'est Poun Poun, et on voit bien qu'il s'intègre parfaitement. Ça nous semble un petit peu cocasse, mais en fait, pas pour les autres, ni pour Poun Poun d'ailleurs. Et donc, c'est ça qui est vraiment très très bien fait. C'est une idée que j'ai trouvée excellente. Donc déjà, j'ai trouvé que c'était un manga qui était extrêmement original, de par les graphismes, et aussi au niveau rationnel. En gros, je trouvais que le cerveau avait besoin de s'habituer parce que on est en décalage visuel, parce qu'on se dit vraiment continuellement, mais que fiche ce canard-là, les autres ne le voient pas. Mais en fait non, ce canard est, entre guillemets, un homme, ou en tout cas c'est un canard parmi les hommes, et il se conduit, se comporte, et parle et pense comme un être humain en fait normal. Et en même temps, on a du réalisme vraiment très très proche. Je vais raconter après un petit peu plus ce qui se passe. Et c'est truffé de choses un petit peu loufoques. Donc on est à chaque fois perturbé, je trouve. Et c'est très intéressant et c'est très déstabilisant comme sensation. J'ai beaucoup aimé ça. On suit Poun Poun dans sa vie de collégien, classique on va dire, puisque on va y suivre sa vie familiale, sa vie scolaire, et sa vie peut ressembler à ce que d'autres collégiens peuvent vivre dans les bons et les mauvais côtés aussi, et dans les drames qu'il peut vivre. Donc il faut s'attendre à quelques drames dans Bonne Nuit Poun Poun. C'est pas toujours évident, il peut y avoir des trigger warnings aussi, je le dis pas souvent, mais ici c'est quand même, ça peut être assez fort ou assez dérangeant. On retrouve des violences conjugales, on peut retrouver du harcèlement scolaire. Enfin, donc voilà, ce sont des thématiques qui sont très lourdes et on va voir comment est-ce que Poun Poun s'en sort et traverse ces différentes épreuves. Maintenant ça, ce sont des drames, mais il y a également des choses qui viennent un petit peu ensoleiller sa vie. Il y a quand même la naissance d'un amour, il y a des liens amicaux qui se tissent, donc il y a beaucoup de thèmes durs et moins durs. Et donc ce sont tous les ingrédients de ce manga qui nous plongent dans un univers un peu barré et en même temps pas si éloigné, même pas éloigné du tout, de ce qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours. J'ai beaucoup aimé Poun Poun aussi, qui est un collégien aux pensées parfois sombres et qui passe par beaucoup de questionnements et d'émotions. Il est très humain et attachant avec ses failles. J'ai hâte de voir où peut me mener ce manga, qui est, comme je le disais, très déconcertant. Et si toi, tu le connais ou si tu as d'autres œuvres qui sont proches, ben, n'hésite pas à les mettre non plus en commentaire. J'ai encore enchaîné avec un manga du même auteur, puisque j'ai lu Errance, qui a été écrit par Inyo Asano. C'est également aux éditions Kana, et la version française a été publiée en 2019. Là, on reste un peu dans une ambiance sombre et réaliste, et maintenant je peux cerner un petit peu plus ce que cet auteur veut nous proposer, parce que ce sont généralement peu le même genre d'ambiance. C'est vraiment assez noir, et j'aime beaucoup ça. Ici, dans Errance, on va se centrer sur un mangaka qui s'appelle Kaoru Fukasawa, qui après un succès littéraire remet en question son professionnel et son personnel. Il ne sait plus où il en est et tout est remis en balance. Et on va le suivre à un moment T, au jour le jour. C'est un roman psychologique puisqu'on est dans ses pensées et qu'on va le voir évoluer petit à petit. Et en même temps, c'est un manga d'ambiance, comme je le disais, assez sombre. Le graphisme est en lien avec ses pensées aussi. C'est très réaliste, on a les décors de rue, on a les intérieurs, donc voilà, c'est très ancré dans le milieu urbain classique
moderne. Et vu que ces pensées sont sombres, il y a peu de dialogue, peu d'action, et les dessins sont très noirs aussi. J'ai beaucoup aimé ça parce que je trouve que graphiquement c'était aussi très contemplatif, on pouvait s'immerger dans le manga grâce à ça. Et petit à petit, on est englué aussi dans la psyché du mangaka. Donc c'est très immersif. J'ai trouvé par contre que cela aurait pu aller un cran plus loin. Je le dis à chaque fois, je ne sais pas toujours étayer ou vous donner des exemples, mais je trouve qu'on effleure une dimension psychique, on effleure des réflexions, et puis ça nous laisse un peu sur notre faim. Je n'aime pas toujours devoir tout imaginer et tout supposer. J'aime bien aussi avoir certaines réponses, et là, il m'en a manqué un petit peu. Donc voilà, je voulais qu'on aille encore un petit peu plus loin au niveau des comportements, des actions, des émotions du personnage. Voilà, sinon c'était une très chouette lecture, et j'aime beaucoup la découverte de cet auteur. Voilà, donc pas mal pour moi, mais un petit bémol. Et puis je termine avec Gaïa, que je t'ai présenté dans ma pile à lire du Cocorico Challenge. Ça a été écrit par Yannick Monget et on est aux éditions Bragelonne. Ça a été écrit en 2012. Ce roman de science-fiction, va nous apprendre assez rapidement que la nature change et devient très hostile aux humains, tant la faune que la flore d'ailleurs. Il ne fait vraiment plus bon vivre sur Terre. Les héros que l'on suit tentent de survivre à ces différents changements et de comprendre comment et pourquoi cela leur arrive. Voilà, ça c'est en très gros et on le sait d'entrée de jeu, donc pour le coup je ne spoil pas grand chose et on va se centrer sur ces thématiques-là. Pour être franche, moi j'ai pas fort aimé ma lecture, même si j'ai à l'inverse beaucoup aimé le message et les intentions de l'auteur. Ça, vraiment, ça a eu mon adhésion la plus totale, parce que je trouve que c'est extrêmement important, vu notre contexte actuel, de parler de ces thématiques-là, et tout ça, j'ai beaucoup apprécié, et je trouve ça éminemment important. Par contre, ce qui m'a moins plu, c'est que j'ai trouvé les personnages assez clichés, que ce soit de par les dialogues, ou la personnalité même, les réflexions des protagonistes. Et parfois, j'ai trouvé l'évolution de certains peu crédible. À nouveau, pour moi, c'est un peu rédhibitoire et c'est arrivé ici. J'ai levé les yeux au ciel assez souvent. J'ai trouvé aussi les péripéties dignes d'un film catastrophe, mais too much, un peu trop gros. Et donc, malheureusement, ça m'a semblé un peu ridicule. Donc, si on se laisse prendre et qu'on le voit comme des grosses actions et vraiment un gros livre d'aventure, je pense qu'on peut passer un bon moment et se laisser porter, mais moi, l'effet a été inverse, donc malheureusement, ça m'a rendu un peu la lecture pénible, et c'est dommage parce que cette volonté de nous faire prendre conscience de la nécessité de prendre soin de notre planète est un peu passée au deuxième plan du style et de la narration et des actions de l'histoire. Donc voilà, malheureusement, c'est une petite déception parce que j'en attendais beaucoup et ça aurait pu être vraiment, pour moi en tout cas, très très bon. Et voilà, là je suis passée à côté, ça arrive aussi. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour toi. Donc comme d'habitude, quand moi je n'ai pas apprécié un ouvrage, à toi de te faire ton opinion. Et d'ailleurs, comme pour La Chute par exemple, si tu as aimé, eh bien n'hésite pas à le partager aussi avec d'autres. Bon. A contrario, si vous n'avez pas aimé ce que j'ai aimé, mettez aussi les arguments contraires, c'est drôle aussi, et ça permet de venir enrichir les échanges, évidemment. Je le dis pour les livres dont je n'ai pas apprécié le contenu ou le style, mais l'inverse est vrai aussi. Eh bien, j'ai fait le tour des livres que je voulais te présenter aujourd'hui. J'espère que tu as pu trouver des idées, ou qu'à défaut, tu as passé un bon moment. Moi, j'ai aimé te les présenter et j'aime beaucoup prendre des livres qui sont issus de mes pales, mais pas que, parce que comme tu vois, les mangas notamment, ce n'était pas prévu. Et donc, c'est ce que tu auras dans les prochains topos, des livres ou pas d'une de mes pales. Après ceci, j'espère que tu vas passer une excellente journée, soirée, semaine. Je te dis à très bientôt et puis que le plaisir de lire soit avec toi.